chers téléspectateurs de Africa TV, nous nous retrouvons à nouveau dans notre émission Interrogeons-nous avec le professeur Mouchili. Et ce matin, il nous plaît de nous interroger sur l'imagination et la curiosité dans les démarches d'invention scientifique. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci pour cette invitation renouvelée. Merci infiniment, professeur Mouchili. Il y a un de nos internautes qui nous a posé la question de savoir ce que c'était que l'épistémologie. Parce que en regardant sur vous, il a dit que il s'est rendu compte que vous étiez épistémologue et il voudrait comprendre ce que c'est que l'épistémologie. Commençons par là, avant d'entrer dans notre thématique. Il faut déjà dire que parmi les spécialisations qui existent en philosophie, l'épistémologie est la dernière née. Parce que l'épistémologie comme telle est née au 19e siècle avec cette révolution technologique qui a mené les savants et les politiques et l'ensemble du monde entier à se poser la question sur cette question où va le monde. Ces grandes découvertes nous ont amenés à changer de vecteur épistémologique dans la compréhension du sens de l'existence parce qu'il ne fallait plus seulement insister sur la valeur métaphysique de l'homme, mais on a compris que peut-être la métaphysique, ces premiers penseurs qui ont parlé de l'homme en trouvant le substrat de cet humain ailleurs que dans son parcours historique, et peut-être avait fait fausse route et il fallait retrouver les conditions de possibilité permettant de parler de l'homme de façon plus valable et plus pertinente. On a donc pensé qu'il fallait, même si la philosophie doit rester éternelle, ne pas s'enfermer dans une logique en dehors des sciences pour parler de l'existence humaine ou bien de l'existence de l'ensemble de la nature. On a donc constaté qu'il fallait résolument se réinterroger philosophiquement afin que cette philosophie ne tombe pas en désuétude ou bien ne devienne pas un savoir de musée. Il fallait donc, parce que ce que les sciences disent de l'homme est vrai, si ce que les sciences disent de l'homme est vrai, il faut donc parler de la philosophie aujourd'hui en s'appuyant déjà sur la réalité, sur le renseignement que la science nous donne sur la réalité. On ne peut plus faire la philosophie aujourd'hui si on est ignorant des sciences. Oui. On doit absolument être capable d'envisager l'humanité dans cet univers technoscientifique en partant d'une base précise, la connaissance que nous avons de la science. Et il n'y a pas de philosophie aujourd'hui qui échappe à la science. Qu'on soit en métaphysique, en philosophie politique, en morale ou en éthique, on est résolument tourné vers les sciences si on veut comprendre comment le monde fonctionne, comment il est organisé, comment il s'est structuré dans le temps et dans l'espace. On devra avoir vraiment une emprise sur sur les questions se rapportant à la science. Et à cet effet, il faudrait voir que la révolution qu'a connue la science au début du XXe siècle avec la physique moderne nous a déterminés à ne plus jamais nous interroger sur la figure de l'homme, sur le sens qu'on veut donner à l'humanité, sans s'appuyer sur les développements scientifiques. Est-ce que ce serait puéril de dire que l'épistémologie pourrait être la philosophie des sciences? Non, c'est exactement cela. Sauf que philosophie des sciences, ce n'est qu'un aspect de l'épistémologie. En effet. Oui, parce que il y a la philosophie des sciences humaines également, qui va interroger l'anthropologie, la sociologie, la psychologie et toutes les autres formes de savoir. Parce que la philosophie a toujours cette tendance à vouloir être un savoir totalisant. Mais la totalisation du savoir ici ne se fait pas comme chez Hegel, pour qui, lorsque la conscience est arrivée à la conscience de soi, lorsque l'esprit arrive à la perception de la conscience de soi, il est capable de parler du monde de façon totale. Et tout ce qui, quand il va jusqu'à dire tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel, c'est pour montrer que à partir du moment où la raison a pu prendre en charge le réel, ce que cette raison dit du réel est la totalité du savoir sur ce réel. Or, ça ne peut pas être comme cela, penser comme chez Hegel. Ça doit être pensé comme avec les philosophes modernes qui ont à un moment réalisé que l'objet ou le réel ne pouvait pas être connu dans sa totalité. Donc, en se référant à la pensée de la physique du XXe siècle, on saura que la connaissance de toutes choses est absolument progressive. Merci, professeur Mouchili. Ce matin,
nous voulons nous interroger sur l'imagination et la curiosité. L'idée étant, effectivement, de permettre à ceux qui nous regardent, ou bien de nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut réussir à rentrer dans la science, non plus en tant que seulement comme commentateur ou bien comme explicateur, je ne sais pas si le terme existe, mais davantage comme des gens qui sont des acteurs scientifiques. Oui. C'est un peu l'idée derrière notre émission. Oui, parce que si l'homme peut être inventif, si l'homme peut être cette improvisation créatrice dont parle Benson, si l'homme peut être capable de transformer le monde pour y vivre autrement et penser ce monde autrement, il doit pouvoir être caractérisé par cette dimension dynamique lui permettant d'en arriver là. Qu'est-ce qui se passe dans l'intelligence de l'homme? La première manifestation de l'intelligence consiste en la curiosité et au langage. De deux, l'imagination permet de dépasser la simple observation. En ce moment, on va dépasser la philosophie d'un Russell, pour qui connaître, c'est décrire et décrire, c'est connaître. Parce que si on reste au stade de la seule description, on ne sera qu'en train d'interpréter les données de l'expérience. Or, l'être curieux, vous allez constater que les Arabes ont inventé l'algèbre, mais aujourd'hui, quand on parle de l'algèbre, parfois ils ne sont même pas comptés parce que, ou alors, on minimise l'apport qu'ils ont eu à faire ou à avoir dans l'histoire des mathématiques. Ce qu'on doit savoir, c'est que les Occidentaux ont le plus développé la science parce qu'ils ont pris la peine d'être curieux, c'est-à-dire d'explorer le monde, de comprendre l'ensemble du monde, de comprendre comment fonctionnent d'autres peuples. Les peuples qui sont restés très immobiles dans le sens d'exploration de la planète, vous allez constater que ces peuples jusqu'aujourd'hui sont les plus en retard par rapport au développement de la civilisation. Oui. Bon, les peuples qui ont été les plus curieux, voyez-vous, quand vous lisez un auteur comme Alexis Carrel qui a écrit en 1932 L'homme, c'est inconnu, vous comprenez que à partir du moment où l'homme se décide de comprendre comment fonctionne l'existence, comment fonctionne la nature, il peut aussi être capable de penser cette nature autrement. Et en pensant cette nature autrement, parce qu'il est curieux, son imagination va l'amener à construire ce nouveau monde auquel l'invite la curiosité. Voyez-vous? Bon, à partir de là, vous allez voir que c'est cette dynamique de l'intelligence qui crée le progrès en science. Parce que l'homme, nous n'avons qu'à voir ces exemples dans les films de science-fiction que nous réalisons aujourd'hui. Ces mondes qui sont généralement virtuels, parfois on se met à les réaliser. Aujourd'hui, nous tentons de voir si à un moment donné la planète est pleine et qu'il n'y a plus d'espace pour tout le monde. On explore d'autres planètes pour voir s'il y aura possibilité de continuer à vivre dans ces différentes planètes. On peut explorer les surfaces sous-marines pour voir s'il n'est pas possible de construire au-dessus des surfaces sous-marines des plateformes permettant d'abriter des villes. Humains. Oui, des êtres humains. Mais aujourd'hui, vous allez aussi constater qu'on n'a jamais besoin de rester seulement là où on est déjà, parce que si vous regardez le fonctionnement même du monde, on est toujours en train de vouloir autre chose que ce qui est là. L'homme éternel, insatisfait. Et cette insatiabilité de l'humain le pousse à toujours plus d'imagination, à vouloir conquérir et à apprivoiser totalement le monde. Va-t-il le faire? Peut-il le faire? Avec quoi et avec qui? Ce qui est sûr, c'est que la communication des intelligences crée dans le système scientifique un cercle de joint venture permettant aux hommes de se partager ou de diffuser les informations qui pourraient leur permettre d'aller plus loin que ce qu'ils connaissent déjà. Quand nous avons aujourd'hui des avions supersoniques, ou alors quand on veut les réaliser, ça signifie tout simplement que l'homme n'est pas tout simplement un corrélat de la nature. L'homme est en fait aujourd'hui le créateur même de la nature. Parce qu'il donne sens à cette nature, il essaie de penser autrement le vivre ensemble, et quand même il serait en train de
se situer à un stade où on pense, avec Robert Oppenheimer, que peut-être il va vers la mort parce qu'il a oublié que la nature elle-même est un être vivant et la surexploitation de celle-ci peut entraîner la mort. Il y a d'autres scientifiques qui sont spécialistes des sciences de la Terre qui pensent autrement. Parce qu'ils disent que pourquoi, connaissant déjà aujourd'hui les OGM qui ont commencé à être pratiqués sur les plantes, on n'est pas capable de penser un autre monde où, par exemple, la végétation sera faite de ces OGM. Du fait humain. Du fait humain. Oui. Et on pourrait échapper à la mort qui s'annonce à tous les coups pendant les différentes conferences of the parties qu'on organise tous les ans. Vous avez eu la COP21 à Paris, où il y a, la sonnette d'alarme a été tirée. On a demandé à ces pays producteurs de gaz à effet de serre de réduire leur production et de réduire leur consommation en énergie. Bon, va-t-on réduire la consommation en énergie pendant que la population grandit? C'est un peu difficile. Oui. Comment faire pour penser l'écologie, non pas sous le prisme de l'écologisme, mais sous le prisme d'un renouvellement écologique? Je pense pour ma part que la question doit être orientée vers là. Au lieu de créer des colloques, des conférences, des rencontres, des symposiums, je ne sais pas, des symposiums, je ne sais pas si on dit symposium, mais je pense que c'est des symposiums, de faire des symposiums juste pour nous amener à ne plus couper les arbres, à ne plus s'alimenter, à ne plus faire tel, et supplier l'Afrique qui n'a pas encore totalement détruit son continent, de vraiment détempérer, de ne pas le faire et continuer à être des éternels assistés. Je pense que si nous avons eu l'intelligence de pouvoir avoir des organismes génétiquement modifiés, ça signifie qu'on peut aussi remplacer les forêts naturelles par les OGM. Et ça signifie aussi que l'homme serait capable de penser l'environnement autrement, parce que la nature de l'homme, c'est d'être un être de civilisation. La nature de l'homme n'est pas d'être un être naturel. L'homme ne s'adapte pas tout simplement comme les animaux. L'homme va au-delà de l'adaptation pour adapter lui-même l'environnement à ses besoins, à son goût, à sa volonté de domination. Mais si la volonté de domination caractérise l'homme, comment allons-nous faire pour qu'au nom de la même intelligence qui produit la nouvelle civilisation, qu'on s'arrête à un moment donné pour ne plus imaginer, pour ne plus inventer? Un homme qui n'invente plus, est-il encore un homme? Ça, c'est le point d'interrogation. La question qu'on doit poser nécessairement à ceux qui veulent à tout prix que l'écologisme devienne une nouvelle secte ou bien un nouvel intégrisme. Merci professeur Mouchili pour ces déploiements sur la notion de l'imagination. Allons-y posément maintenant. Définissons l'imagination, parce que ceux qui nous regardent attendent d'avoir la définition. L'imagination, c'est la capacité pour l'homme d'aller au-delà du déjà là, pour produire une autre dimension du réel qu'on ne va pas immédiatement constater, mais qui va se réaliser comme une image virtuelle ou un objet virtuel qui pourrait être réalisé dans la factualité. Ça veut dire que l'intelligence ne se contente pas de constater le déjà là. L'intelligence pense aussi pouvoir créer de nouvelles formes d'être, ceci soit en transformant, soit en créant ou en inventant. Voyez-vous? Bon, maintenant, dans tous ces cas, de ces trois cas, transformation, invention, innovation, cela signifie que la curiosité, qui est vraiment le moteur de cette imagination, nous mène vers des niveaux de compréhension de l'espace et du temps qui échappent aux besoins existentiels les plus nécessaires. C'est-à-dire, on arrive à aller au-delà de ce qu'on veut pour chercher à avoir ce qui n'est pas nécessaire pour notre existence. Pas nécessairement nécessaire. Mais cette curiosité qui anime ou qui caractérise, ou alors qui serait le moteur
d'une intelligence qui se déploie constamment sans jamais s'arrêter, doit pouvoir arriver, si elle doit être satisfaite, à la réalisation factuelle de ce que le sujet a imaginé. Voyez-vous, la curiosité de l'homme va jusqu'à la volonté d'apprivoiser ou bien de poser des actes gratuits. Vous ne verrez jamais un chien en train de contempler la beauté du ciel. Jamais. Vous ne verrez jamais un chat ou une chatte s'accoupler pour des besoins de plaisir. Non. Il faut que la chatte soit en chaleur et que ce soit la période qui va déclencher la reproduction pour qu'il y ait copulation entre la chatte et le chat. Or, l'homme seul est capable d'actes gratuits. C'est ça la curiosité. C'est ça la volonté d'aller au-delà du nécessaire. La curiosité, ce n'est pas seulement la volonté d'aller au-delà du nécessaire, parce que la curiosité qu'on a eue à étudier les rêves aujourd'hui chez les hommes nous permet déjà de penser la possibilité de faire en sorte que les aveugles ne soient plus malvoyants, mais qu'ils puissent voir. Oui. Comment a-t-on fait pour arriver à un niveau où on commence à penser que les yeux ne sont qu'une interface entre le cerveau et la nature ambiante? Et que de façon très plausible, on peut réaliser que pendant les rêves, les aveugles voient. Prof, j'ai envie, en vous écoutant, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui stimule l'imagination? Ce qui stimule l'imagination, il y a plusieurs facteurs qui peuvent stimuler l'imagination. Par exemple, on n'a pas inventé la médecine avant la maladie. On a d'abord fait l'épreuve de la maladie. On s'est demandé pourquoi est-on malade. Alors, si on peut être malade, ça veut dire que notre organisme peut connaître des déficiences, des déstructurations, des dysfonctionnements j'allais dire dans son fonctionnement, mais ça va. Bon, mais ces dysfonctionnements nous interpellent. Comment l'organisme arrive-t-il à dysfonctionner? Peut-on corriger? La question peut-on corriger est une question curieuse qui pousse à l'invention de la médecine. Si vous lisez les textes d'Hippocrate, qui est un présocratique, on fait le serment d'Hippocrate quand on veut être médecin. Hippocrate lui-même, en son temps, a dit que la médecine ne pouvait pas être née avant la maladie. La maladie, oui. La médecine ne pouvait être née que de la question de savoir pourquoi l'organisme humain ou l'organisme de l'être vivant peut-il se déstructurer, peut-il dysfonctionner. C'est-à-dire que c'est l'épreuve, l'épreuve à laquelle l'homme fait face qui stimule l'imagination. À une autre émission, nous avons parlé de la pression existentielle. Oui. À chaque fois, c'est la pression existentielle. Oui. Quand il n'y a pas de pression, l'intelligence a tendance à s'endormir. Mais pour faire face à la pression existentielle, qui est pour nous comme un défi, le défi de survivre aux dangers, aux différents risques naturels, nous pousse à créer des conditions de vie confortables. Prof, Einstein dit que l'imagination est plus importante que le savoir. C'est dans un livre qu'il a fait sur la science. Oui. Il dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Oui. Bon, la question que j'ai à poser, j'essaie de vous poser, c'est de savoir si on peut considérer que le savoir n'est que le fait réel de ce qui a déjà été imaginé. Non, dans le sens d'Albert Einstein, il s'agit de dire que l'accumulation des théories et la maîtrise de ces théories, ça ne suffit pas. Oui. Il faut aller au-delà pour être capable de penser que toutes les théories qu'on a accumulées peuvent être remises en question au profit de nouvelles théories, de nouveaux paradigmes en matière de connaissances qui seraient nés ou bien qui naîtraient de nouvelles possibilités que crée la pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les besoins des peuples peuvent être à l'origine des inventions scientifiques. Je prendrai un autre exemple. Vous pensez que pourquoi on arrive à savoir que dans l'atmosphère, le gaz le plus propice pour certaines personnes qui se retrouveraient dans des états critiques, c'est l'oxygène. Mais pourquoi on en arrive là? Il fallait bien que les premières personnes meurent du fait qu'on ne pensait pas pouvoir sélectionner. Les travaux de Pasteur n'avaient pas suffisamment avancé pour qu'on constate que dans notre atmosphère pullulent des êtres unicellulaires qui pourraient
être des dangers pour nous. Oui, oui. Mais les travaux de Pasteur nous ont permis de découvrir cela. Voyez-vous comment Fleming arrive à inventer la pénicilline? Il n'est pas allé d'étape en étape pour y arriver. Il a même pensé à un niveau que l'objet de sa recherche était un échec, jusqu'à ce qu'il revienne dans son laboratoire et qu'il constate que ce qui s'est fermenté on peut exploiter cela pour parvenir à la pénicilline. Voyez-vous? Bon, mais maintenant, voyez, c'est une pression existentielle. Si on ne sait même pas la pression de maîtriser, on n'aura jamais la possibilité d'atteindre un niveau de connaissance adéquat. On ne va pas compter sur la chance, parce que même la chance n'accorde ses faveurs qu'à ceux qui persévèrent. Donc il faut persévérer et on va arriver à un niveau tel qu'on puisse découvrir de nouvelles données. Mais ces données ne sont pas possibles s'il n'existe pas pour nous des champs ouverts à la curiosité. Et un homme qui veut être curieux ne doit pas avoir faim, parce qu'on n'aura que la curiosité de son ventre. Oui. Mais quand vous avez la possibilité d'être épanoui dans la recherche, alors sachez que vous serez celui-là qui découvrira et les autres consommeront les produits de votre découverte. Voyez-vous? Bon, maintenant, est-ce que tout le monde peut le faire au même titre? Ça dépend maintenant de la motivation nécessaire que chaque chercheur peut avoir. Sommes-nous plus disposés à ne répéter que les autres ont posé comme acte? Cela suppose que nous ne sommes pas curieux et que nous ne sommes pas inventifs. Sommes-nous disposés à nous former comme des ingénieurs et non simplement comme des techniciens? Dans l'ingénierie, le génie de l'ingénieur doit le pousser à inventer. Mais il faut qu'il soit capable de conceptualisation. Et l'imagination se produit dans le processus de conceptualisation. En effet. Donc, si la curiosité peut être considérée un peu comme l'imitation, curiosité comme imitation, l'imagination peut être considérée comme dépassement. L'imagination, c'est le dépassement de l'imitation. Oui. C'est-à-dire, parvenir à concevoir et à conceptualiser, c'est dépasser les théories ambiantes au profit d'autres théories. Voyez-vous, Louis Pasteur n'a pas inventé, ce n'est pas de façon nécessairement consciente que Louis Pasteur a inventé le vaccin anti-rabique. Voyez-vous, mais c'est parce que on l'a mis sous la pression d'un enfant qui avait été mordu par un chien et qui allait mourir. On l'a conseillé dans son laboratoire de faire le test. Il a dit non, ce qu'il a fait, les premières expériences devraient être faites sur des animaux, mais fallait-il laisser l'enfant mourir? On a testé le vaccin anti-rabique sur l'enfant. Directement. Et ça a marché. Ça a marché. Aujourd'hui, on l'a adopté. Voyez-vous, on ne va pas vers la science pour à tout prix déjà innover ou imaginer. Non, non. C'est dans un processus dynamique et le constat de l'effet que nos produits ont sur la communauté, ou bien sur la communauté, qu'on arrive à se demander si on ne peut pas faire autrement. Voyez-vous, regardez un peu comment nous soyons, je vais prendre une maladie tropicale comme le paludisme depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Vous voyez que presque toutes les décades, presque tous les 10 ans, on a l'impression qu'il y a des nouvelles molécules qui entrent sur le marché. C'est pourquoi? C'est parce que la microbiologie a évolué, l'immunologie a évolué, voyez-vous, et on a une plus grande maîtrise du fonctionnement de l'organisme humain. On a une plus forte connaissance du fonctionnement de nos cellules et on sait davantage quelles sont les molécules les plus adaptées pour venir à bout du paludisme. Vous voyez que d'ici 10 ans, on n'aura plus nécessairement les mêmes molécules. C'est parce que la recherche continue. On se dit, si on peut soigner, si on est passé de 21 jours avec la Nivaquine pour soigner le paludisme à 3 jours avec les nouvelles molécules, pourquoi ne pas en une seule prise de comprimés en finir avec le paludisme? Professeur, on peut considérer que l'imagination modifie le cerveau? Non, non. L'imagination est la capacité du cerveau à aller au-delà de ce qu'il peut réaliser s'il est dans un contexte où il ne travaille pas nécessairement.
c'est l'expression même du cerveau, l'expression de la plasticité des cellules nerveuses, c'est-à-dire de nos neurones. C'est-à-dire, les 100 milliards de neurones ne sont pas nécessairement en cohésion directe. Il y a aussi dans leur fonctionnalité de cohésion indirecte. Oui. Mais la vitesse de transmission de cette interconnexion qui est d'environ 400 mètres l'heure, voyez-vous, est telle que lorsque vous êtes pris dans un engrenage de recherche, vous pouvez aussi, à partir de cette motivation, réaliser des choses insoupçonnées, voyez-vous. Mais il faut à tout prix que l'homme soit motivé, hyper motivé, activé dans la recherche. Voyez-vous. Bon. Il y a des personnes qui font la recherche. Et la recherche doit produire un résultat. Mais le résultat ne sera pas nécessairement celui qui était attendu. Ça peut être un autre résultat qui pourrait être un échec, mais une réussite inattendue aussi. Ça peut être aussi une réussite inattendue. Pourquoi? Parce que, au nom du fait de l'incertitude qui caractérise le scientifique, le cheminement méthodologique, il y a toujours possibilité d'avoir des résultats qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels on s'attend, justement parce que la science ne cherche pas la vérité, mais des possibles. Oui. Tout ce qu'on a en science comme résultat, c'est un des possibles résultats qu'on aurait pu avoir. Bon, maintenant, le nombre de probabilités par rapport à ce que cela pourrait apporter à la communauté, on va choisir un des possibles pour mettre au service de la communauté. Mais ce qui était comme un monstre sera détruit en laboratoire ou gardé en laboratoire pour d'autres expériences. Oui. Prof, quelle place pour la volonté à côté de l'imagination et de la curiosité? La volonté doit transporter notre capacité à être curieux, à bousculer les limites. Vous savez, toute réflexion, la science, les gens ont l'habitude de dire la science est limitée. Moi, je ne pense pas que la science est limitée. Je pense plutôt que la science bouscule les limites. Voyez-vous, cette volonté est la pression que nous mettons en nous pour être capable de bousculer les limites. C'est-à-dire d'aller plus loin que ce qu'on sait déjà. Et cette volonté peut être personnelle, comme elle peut être stimulée par notre entourage, par la société, par le pays, par les défis communs que nous pouvons avoir. Oui, c'est tout un environnement. Oui. Un environnement. Et dans l'environnement, il y a la motivation des chercheurs, il y a le contexte même de la recherche, il y a la sécurité même du chercheur. C'est-à-dire, est-ce que tout a été prévu pour qu'en cas d'incident, le chercheur soit pris en charge? Voyez-vous, parfois, au nom du fait qu'on n'arrive pas encore à combler ses besoins les plus basiques, on laisse le temps, c'est-à-dire on paresse. Bon, pas volontairement, mais parce qu'on a peur de s'aventurer dans un espace qui pourrait coûter la vie, qui pourrait nous coûter la vie. Bon, mais est-ce que la recherche, la promotion qu'on fait de la recherche est suffisante pour qu'on s'y engage de façon à accepter même de mourir, d'aller au sacrifice, jusqu'au sacrifice suprême. Le sacrifice suprême se fait dans tous les domaines de la vie, pourvu qu'on en fasse une passion. Professeur Mouchili, pour sortir, et sa dernière question, qui pourra certainement être une thématique de recherche que nous aurons? Est-ce que vous pensez que le génie existe? Le génie est motivé, stimulé. Le génie n'est pas il y a des capacités qui poussent à être un génie. Voyez-vous? Mais ce génie ne se manifeste pas en dehors de l'épreuve. Voyez? Le génie se manifeste dans l'épreuve. Aucun génie dans ce monde, même pas Albert Einstein, n'aurait pu être connu s'il n'avait pas fait ses réalisations. Voyez-vous? Donc c'est l'épreuve de réalisation scientifique qui a permis d'identifier en Einstein un génie qui aurait pu, qui serait resté dans la léthargie ou bien dans l'immobilisme si ça n'avait pas été stimulé.
Voyez-vous? Bon, ne vous attendez pas à ce qu'un enfant devienne un génie, même s'il ne se met pas dans les preuves, dans un exercice permanent de recherche. Et on peut considérer que la volonté est déterminante. Absolument. Chers téléspectateurs, c'est sur ce mot que nous allons arrêter avec cet entretien avec le professeur Mouchili sur l'imagination et la curiosité dans la démarche scientifique. Et nous voulons bien vous retrouver très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner. Merci, merci professeur Mouchili. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci prof.